Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce, et sans dire un mot, les gens sont attirés par vous, non pas à cause de ce que vous portez ou de votre apparence, mais à cause de quelque chose de plus profond, quelque chose de magnétique qui émane de l'intérieur. Ce n'est pas un fantasme, c'est le pouvoir de la sagesse ancienne appliquée aux relations modernes. Et aujourd'hui, nous allons explorer 10 techniques transformatrices qui changeront fondamentalement la façon dont les autres vous voient et réagissent à vous. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre relation, si vous avez vu votre partenaire faire défiler son téléphone au lieu d'échanger avec vous, ou si vous vous retrouvez sans cesse à chercher une validation qui, au final, vous laisse encore plus vide, alors ce que je m'apprête à partager va révolutionner toute votre approche de la connexion. Il ne s'agit pas de tactiques de manipulation ni de jeux de pouvoir. Nous allons découvrir quelque chose de bien plus puissant. L'art de devenir véritablement irrésistible à travers des principes stoïciens qui ont guidé dirigeants et philosophes depuis plus de 2000 ans. L'empereur romain Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance n'était pas de ressembler à son ennemi. Mais que diriez-vous si je vous disais que la meilleure façon de capturer toute l'attention de quelqu'un n'est pas de le poursuivre du tout? Et si le secret résidait dans quelque chose de contre-intuitif, qui va à l'encontre de chaque impulsion désespérée, que vous avez jamais eue en essayant de conquérir quelqu'un? Une personne qui non seulement attire les autres, mais devient véritablement inoubliable. Il ne s'agit pas de conseils superficiels sur ce qu'il faut porter ou dire. Il s'agit de changements profonds et fondamentaux, qui modifieront la manière dont vous vous déplacez dans le monde et la manière dont le monde vous renvoie cette énergie. Mais avant de plonger dans ces 10 techniques de transformation, il nous faut établir le socle sur lequel tout le reste repose. Pensez à la construction d'un gratte-ciel. Sans fondation solide, même le plus beau des bâtiments finira par s'effondrer. La base que nous allons établir est ce que les stoïciens appelaient la véritable estime de soi. Et elle se compose de 2 piliers interdépendants que la plupart des gens méconnaissent complètement. Le premier pilier est l'estime de soi, qui est fondamentalement différente de ce que la plupart des gens imaginent. L'estime de soi ne consiste pas à se répéter que l'on est formidable quand on ne le croit pas. Ce ne sont pas des affirmations positives ni une confiance factice. La vraie estime de soi, c'est votre évaluation honnête de votre propre valeur, fondée sur vos valeurs, vos actions et votre caractère. C'est la connaissance silencieuse que vous comptiez, que vos pensées et vos sentiments sont valides, et que vous méritez le respect et l'amour, à commencer par le vôtre. Pensez à l'estime de soi comme à la fondation d'une maison. Si elle est fissurée ou instable, tout ce qui sera construit dessus bougera et finira par s'effondrer. Mais lorsqu'elle est solide, elle peut supporter un poids énorme et résister aux tempêtes les plus violentes. Cette fondation ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se développe par des actions cohérentes, qui sont en accord avec vos valeurs les plus profondes, par le respect des promesses que vous vous faites, et par le fait de vous traiter avec la même bienveillance que vous témoigneriez à un ami, cher. Le deuxième pilier est la confiance en soi, qui découle naturellement de la véritable estime de soi, mais se manifeste différemment. Si l'estime de soi est la fondation, la confiance en soi est la façon dont cette fondation se manifeste dans le monde. C'est votre capacité à prendre la parole en réunion, à partager vos opinions, à occuper de l'espace sans vous excuser d'exister. C'est l'énergie que les autres perçoivent en votre présence, non pas de l'arrogance ou de la bravade, mais une certitude tranquille, que vous avez votre place partout où vous êtes. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils tentent de construire leur confiance sans avoir d'abord établi l'estime de soi. C'est comme peindre une maison avant d'en ériger les murs. La peinture peut paraître jolie un temps, mais sans structure solide en dessous, elle finira par s'écailler et se décolorer. Quand vous croisez quelqu'un dont la confiance paraît forcée ou artificielle, c'est qu'il essaie généralement de projeter ce qu'il ne ressent pas vraiment au fond de lui. Les stoïciens comprenaient parfaitement cette distinction. Ils ont développé 3 pratiques fondamentales qui renforcent ces 2 piliers simultanément, créant un sentiment d'estime de soi inébranlable, véritablement magnétique pour les autres. La première pratique est la réflexion quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de penser à votre journée, mais d'examiner systématiquement vos actions, vos motivations et vos réactions. Chaque soir, passez 10 minutes à vous demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je manqué à mes valeurs ?
Qu'est-ce que je peux apprendre des expériences de la journée? Lorsque vous examinez régulièrement votre vie avec compassion et curiosité, vous développez une connaissance profonde de vous-même. Vous comprenez vos schémas, vos déclencheurs, vos forces et vos points d'amélioration. Cette conscience de soi devient incroyablement attractive, car la plupart des gens sont des énigmes même pour eux-mêmes. La deuxième pratique est la visualisation négative, qui semble plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. Il s'agit d'imaginer parfois la perte, non pour créer de l'anxiété, mais pour cultiver la gratitude et la résilience. Prenez quelques minutes pour imaginer la vie sans une personne que vous aimez, sans votre santé, sans vos circonstances actuelles. Ce n'est pas une pensée morbide, c'est une préparation à la réalité. La vie comporte pertes, changements et incertitudes. Lorsque vous avez mentalement répété ces éventualités, vous devenez moins fragilisé lorsqu'elles se produisent, et vous appréciez davantage ce que vous avez. Les gens sont attirés par ceux qui restent centrés pendant la tempête, qui ne s'effondrent pas quand les choses ne vont pas comme prévu. La visualisation négative développe cette résilience émotionnelle tout en vous rendant plus présent et reconnaissant au quotidien. Lorsque vous appréciez vraiment ce que vous possédez, cette appréciation rayonne et devient contagieuse. La troisième pratique est l'amor fati, c'est-à-dire l'amour de son destin. Cela ne signifie pas devenir passif ni accepter les mauvais traitements. Cela signifie embrasser ce que vous ne pouvez pas contrôler tout en prenant pleinement responsabilité de ce que vous pouvez contrôler. Plutôt que de gaspiller votre énergie à combattre la réalité ou à comparer votre vie à celle des autres, vous apprenez à travailler avec les circonstances telles qu'elles sont tout en améliorant sans cesse ce qui dépend de vous. Cette acceptation crée une paix intérieure immense que les autres perçoivent en votre présence. Vous devenez quelqu'un qui ne pompe pas l'énergie des autres par des plaintes constantes ou de l'anxiété face à ce qu'il ne peut pas changer. À la place, vous canalisez cette énergie vers l'action positive et la croissance, ce qui vous rend incroyablement agréable à fréquenter. Quand ces trois pratiques deviennent des habitudes, il se passe quelque chose de remarquable. Vous cessez de chercher une validation externe parce que vous disposez d'une source fiable de valeur intérieure. Vous arrêtez de changer pour répondre aux attentes des autres parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous valez. Vous n'avez plus peur du rejet parce que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Cette transformation ne change pas seulement votre façon de ressentir les choses. Elle modifie complètement la manière dont les autres vous perçoivent et réagissent à vous. Passons maintenant à la première technique transformatrice. Embrassez votre moi authentique. La plupart des gens dépensent une énergie énorme à devenir ce qu'ils pensent que les autres veulent qu'ils soient. Ils répriment leurs particularités, cachent leurs passions et présentent une version aseptisée d'eux-mêmes qu'ils espèrent plus acceptable. Cette stratégie échoue lamentablement, car le générique est oubliable, et les gens perçoivent l'inauthenticité même s'ils ne parviennent pas à la formuler. L'authenticité est magnétique, parce qu'elle est de plus en plus rare. Dans un monde rempli de personnes qui s'efforcent d'être quelqu'un d'autre, celui qui habite confortablement sa propre peau se démarque immédiatement. Vos singularités, vos intérêts atypiques, votre sens de l'humour particulier, ce ne sont pas des défauts à dissimuler, mais des traits distinctifs qui vous rendent mémorables et intéressants. Pensez aux personnes qui vous ont le plus marqué tout au long de votre vie. Il y a de fortes chances qu'elles n'essayaient pas de se fondre dans la masse ou de plaire à tout le monde. Elles étaient pleinement elles-mêmes, à l'aise avec leurs aspérités et n'ayant pas peur de laisser briller leur personnalité. Elles n'étaient peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais elles étaient certainement la marmite de café de quelqu'un. Embrasser l'authenticité commence par une connaissance profonde de vous-même, qui renvoie à la pratique de la réflexion quotidienne. Vous devez comprendre vos valeurs fondamentales, vos intérêts sincères et ce qui compte réellement pour vous. Non pas ce que vous pensez devoir compter ou ce que les autres s'attendent à ce que vous valorisiez. Lorsque vous êtes clair sur ces points essentiels, vous pouvez prendre des décisions depuis votre centre plutôt que dans le désir d'impressionner ou de vous conformer. Cela ne signifie pas partager chaque pensée ou sentiment avec tout le monde. L'authenticité n'est pas un déballage sans filtre ni une absence de limite. C'est être réellement vous-même dans des contextes appropriés. C'est refuser de prétendre aimer quelque chose que vous détestez simplement pour être d'accord avec quelqu'un. C'est partager vos véritables intérêts et opinions, plutôt que de donner des réponses
que vous croyez qu'on veut entendre. C'est laisser votre personnalité naturelle émerger dans les conversations, au lieu de jouer un personnage que vous imaginez plus appréciable. L'un des aspects les plus puissants de l'authenticité est qu'elle autorise les autres à être eux-mêmes. Quand vous êtes authentique, les gens se sentent en sécurité pour se révéler eux-mêmes en votre présence. Cela crée des connexions plus profondes et plus significatives, car chacun peut se relâcher et interagir depuis son vrai moi, plutôt que depuis une persona jouée. La deuxième technique s'appuie sur cette base. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Cette notion est souvent mal comprise comme une forme de froideur émotionnelle ou d'indépendance poussée à l'extrême. Mais il ne s'agit pas de cela. L'autosuffisance émotionnelle consiste à puiser votre stabilité émotionnelle en vous-même, plutôt que de dépendre entièrement des autres pour votre bonheur et votre sentiment de valeur. Imaginez que votre bien-être émotionnel dépende complètement de la façon dont les autres vous traitent. Vous auriez cédé le contrôle de votre vie intérieure à des personnes qui n'ont peut-être pas vos meilleurs intérêts à cœur. Votre humeur deviendrait un grand 8 dicté par les actions, les mots et les humeurs des autres. Vous seriez en état d'hypervigilance permanente, interprétant chacun de leurs comportements et vous ajustant sans cesse pour préserver leur approbation. Ce mécanisme est épuisant pour les deux parties. L'autre personne se sent obligée de gérer vos émotions en plus des siennes, tandis que vous vivez dans une anxiété constante quant à votre capacité à être à la hauteur de leurs attentes. Ce n'est ni de l'amour ni de la véritable connexion. C'est de la dépendance émotionnelle, et c'est exténuant pour tout le monde. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne, ni que vous ne valorisez pas les opinions et les sentiments des autres. Cela signifie que vous disposez de ressources internes fiables pour gérer vos émotions et maintenir votre sentiment de valeur. Vous pouvez être déçu, haine, par l'action de quelqu'un sans que votre estime de vous-même ne s'écroule. Vous pouvez recevoir une critique sans sombrer dans la honte ou la défensive. Vous pouvez apprécier l'approbation des autres sans en devenir dépendant. Cette stabilité émotionnelle devient incroyablement attractive parce qu'elle crée un sentiment de sécurité pour les autres. Ils savent qu'ils peuvent vous parler honnêtement sans vous voir perdre pied. Ils peuvent traverser de mauvais jours sans se sentir responsables de vos réactions émotionnelles. Ils peuvent être eux-mêmes sans craindre de marcher sur des œufs autour de vos sentiments. Développer l'autosuffisance émotionnelle requiert de multiples sources d'épanouissement et de sens dans votre vie. Cela peut inclure des activités créatives qui vous apportent de la joie indépendamment du regard des autres, des pratiques sportives pour gérer le stress et renforcer la confiance en vous, des pratiques spirituelles ou philosophiques pour conserver du recul en période difficile, et un travail ou un engagement bénévole qui vous relie à quelque chose de plus grand que vous. Cela implique aussi d'acquérir des compétences de régulation émotionnelle, la capacité à repérer vos émotions sans en être submergé, à accueillir l'inconfort sans chercher immédiatement à l'éliminer et à répondre avec réflexion plutôt qu'à réagir impulsivement. Ces compétences s'apprennent et elles transforment non seulement vos relations, mais toute votre expérience de la vie. La troisième technique découle naturellement de l'autosuffisance émotionnelle. Poser et faire respecter ses limites personnelles. Les limites sont l'un des concepts les plus mal compris en matière de relations, souvent perçus comme des murs pour exclure les autres, alors qu'elles sont en réalité des guides qui permettent à des relations saines de s'épanouir en clarifiant les attentes et en favorisant le respect mutuel. Voyez les limites comme les règles du jeu qui vous aident à vous montrer sous votre meilleur jour dans vos relations. Il ne s'agit pas de contrôler ou de punir les autres, mais d'assumer la responsabilité de votre propre bien-être, en étant clair sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous établissez des limites nettes, les autres savent comment être en relation avec vous de manière réussie, ce qui facilite et rend plus confortable toute interaction. Les limites s'expriment dans plusieurs dimensions de votre vie. Les limites physiques peuvent concerner votre besoin d'espace personnel, votre degré de confort avec l'affection corporelle ou vos moments de solitude nécessaires pour vous ressourcer. Les limites émotionnelles peuvent porter sur les sujets que vous êtes prêt à aborder et à quel moment, la façon dont vous gérez les conflits ou le niveau de soutien émotionnel que vous pouvez offrir. Les limites numériques peuvent inclure vos plages de disponibilité pour les appels ou les textos, ce que vous partagez sur les réseaux sociaux,
ou la gestion de votre présence en ligne. La clé des limites efficaces est la clarté et la cohérence. Les allusions vagues ou les signaux passifs-agressifs ne fonctionnent pas, car ils obligent les autres à deviner vos besoins, ce qui engendre frustration et malentendus. Une communication claire et directe ressemble à « J'ai besoin de finir ce projet avant que nous parlions des plans du week-end » ou « Je ne suis pas à l'aise pour discuter de mes relations passées » ou encore « Je ne consulte pas mes emails professionnels après 20 heures ». Poser des limites ne suffit pas. Il faut aussi les faire respecter. C'est souvent la partie la plus difficile, car elle implique parfois de décevoir les autres ou de gérer des réactions négatives. Mais voici la vérité. Des limites non appliquées ne sont pas de vraies limites. Ce ne sont que des suggestions. Lorsque vous vous tenez fermement à vos engagements, vous enseignez aux autres comment vous respecter. Faire appliquer vos limites n'a pas besoin d'être spectaculaire ou punitif. Cela peut être un rappel doux, mais ferme. Rappelle-toi, je n'accepte pas d'appel après 22 heures. On en reparle demain. Parfois, c'est laisser se produire les conséquences naturelles. Vous éloigner d'une conversation qui viole vos limites émotionnelles ou tenir votre position même si on vous pousse à changer d'avis. L'aspect le plus puissant des limites saines est qu'elles démontrent votre propre respect, ce qui suscite naturellement le respect des autres. Lorsque vous êtes clair sur vos limites et que vous les maintenez, vous envoyez le signal que vous vous valorisez et que vous valorisez vos besoins. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et veiller à vos propres limites garantit que vous disposerez de l'énergie et des ressources émotionnelles nécessaires pour être pleinement présent dans vos relations. Les gens sont attirés par ceux qui se respectent, car cela suggère qu'ils respecteront également les autres. Quelqu'un sans limite claire ne respecte souvent pas non plus les limites d'autrui, puisqu'il n'a pas appris à gérer sainement les relations. En montrant l'exemple avec des limites claires et respectueuses, vous créez un espace où les autres peuvent faire de même, menant à des connexions plus honnêtes et durables. La quatrième technique consiste à adopter un état d'esprit de croissance qui modifie profondément votre façon d'aborder les défis, les revers et même les conflits dans les relations. La plupart des gens fonctionnent selon ce que la psychologue Carol Dweck appelle un « esprit fixe », la croyance que les capacités, l'intelligence et même la compatibilité relationnelle sont des traits statiques qu'on ne peut pas développer significativement. Cet état d'esprit rend chaque défi menaçant, car l'échec paraît alors révéler une inaptitude fondamentale plutôt qu'une occasion d'apprendre. Un état d'esprit de croissance, en revanche, considère les compétences et les relations comme des éléments développables grâce à l'effort, à la stratégie et à l'apprentissage des revers. Quand vous abordez une relation sous cet angle, les conflits deviennent des occasions de mieux vous comprendre plutôt que des signes d'incompatibilité. Les erreurs deviennent des expériences d'apprentissage plutôt que des défauts de caractère. Les défis deviennent des opportunités de grandir ensemble plutôt que des épreuves où vous risquez d'échouer. Ce changement de perspective est incroyablement attractif, car il crée des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Lorsqu'une personne traverse une difficulté, la plupart d'entre nous essaient soit de la réparer, soit de la juger pour son problème. Mais quelqu'un qui adopte un growth mindset voit le potentiel et les opportunités. Il croit en la capacité des gens à changer et à s'améliorer, ce qui donne aux autres un sentiment d'espoir et de soutien, plutôt que de jugement ou de gestion. Adopter un état d'esprit de croissance dans vos relations signifie aborder les conversations difficiles avec curiosité plutôt qu'avec défensive. Plutôt que de chercher à prouver que vous avez raison ou à défendre votre position, vous devenez réellement intéressé par la compréhension de perspectives différentes et par la recherche de solutions qui conviennent à toutes les parties. Cela ne signifie pas devenir un paillasson ni abandonner vos valeurs. Cela veut dire rester ouvert à de nouvelles informations et prête à ajuster votre approche quand vous découvrez de meilleures manières de faire. Cela signifie aussi considérer les revers comme des informations plutôt que comme des catastrophes. Lorsqu'un plan échoue, au lieu de catastropher ou de blâmer, vous vous demandez « Qu'est-ce que cela nous apprend ? Comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois ? Quelles informations cela nous donne-t-il sur nos besoins ou désirs ?» Cette approche vous maintient en mouvement, au lieu de vous enliser dans la déception ou le ressentiment. L'esprit de croissance s'applique aussi à la façon dont vous voyez les autres.
Plutôt que de rejeter quelqu'un après une erreur ou une déception, vous conservez la foi en sa capacité à apprendre et à évoluer. Cela ne signifie pas accepter les mauvais traitements, ni rester dans des situations toxiques. Cela signifie accorder aux autres les chances appropriées de grandir, tout en maintenant vos limites et vos standards. Cette combinaison d'optimisme et de réalisme est d'une magnétisme formidable, car elle crée un environnement où les gens se sentent libres d'être imparfaits, de faire des erreurs et de progresser. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés sévèrement pour leur humanité, mais qu'ils feront face à des attentes et à des valeurs claires. Cet équilibre crée les conditions idéales pour une connexion authentique et un développement mutuel. La 5e technique consiste à vivre avec un sens et une passion, ce qui insuffle à tout ce que vous faites une énergie et une direction que les autres trouvent irrésistibles. Le sens de la vie n'est pas forcément une grande mission qui change le monde. Cela peut l'être, mais ce n'est pas une obligation. Le sens, c'est savoir ce qui compte vraiment pour vous et organiser votre vie autour de ces priorités, plutôt que de dériver au gré des événements. Quand vous vivez avec un objectif, vous devenez sélectif dans l'utilisation de votre temps et de votre énergie. Vous n'êtes pas disponible pour chaque demande ou opportunité, parce que vous avez des priorités claires qui guident vos décisions. Cette sélectivité rend votre attention précieuse. Quand vous choisissez de la consacrer à quelqu'un, il sait que c'est parce que vous voulez vraiment être là, et non parce que vous n'avez rien de mieux à faire. La passion amplifie le sens en insufflant enthousiasme et énergie à vos activités. Quand vous êtes passionné par quelque chose, votre travail, un loisir, une cause qui vous tient à cœur ou une façon de vivre, cet enthousiasme devient contagieux. Les gens aiment fréquenter des personnes qui sont enthousiastes, car cela leur rappelle leur propre potentiel d'engagement et de joie. Cela ne signifie pas qu'il faille être constamment enjoué, haut ou positif, vœu. Une passion authentique comprend toute la gamme de l'expérience humaine, les luttes, les échecs, les moments de doute et de frustration. Mais au cœur de tout cela réside un sentiment d'engagement envers la vie, la conviction que ce que vous faites compte pour vous, indépendamment de la compréhension ou de l'approbation des autres. Vivre avec sens et passion implique aussi d'être prêt à décevoir ceux qui souhaiteraient que vous soyez différents. Quand vous êtes clair sur vos priorités, vous devrez parfois dire non à des personnes que vous aimez, parce que leurs demandes ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs. Cela peut être difficile, mais c'est aussi extrêmement attractif, car cela montre que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous vivez selon votre propre boussole intérieure. L'un des aspects les plus puissants de la vie intentionnelle est qu'elle vous rend moins dépendant des autres pour votre divertissement ou votre sens de la vie. Vous ne cherchez pas à rendre votre vie intéressante ou significative par procuration, car vous vous engagez déjà dans des activités qui comptent pour vous. Cela fait de vous un partenaire plus attractif, car vous n'attendez pas des autres qu'ils soient responsables de votre bonheur. Vous apportez votre propre vie riche et épanouissante à la relation. La 6e technique concerne la maîtrise de la communication assertive, qui se situe à mi-chemin entre la soumission passive et la domination agressive. La communication assertive vous permet d'exprimer clairement et respectueusement vos pensées, sentiments et besoins, tout en restant ouvert aux perspectives et aux besoins des autres. Cette compétence est essentielle pour des relations saines, car elle crée les conditions d'un dialogue honnête et d'une compréhension mutuelle. La plupart des gens confondent assertivité et agressivité, ou la considèrent comme égoïste. Ils craignent qu'exprimer leurs besoins ne blesse les autres ou n'endommage les relations. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Quand on ne communique pas de façon assertive, les problèmes s'accumulent jusqu'à exploser de façon beaucoup plus destructrice. De petites difficultés, résolues par une conversation honnête, deviennent de gros conflits lorsqu'elles sont ignorées. La communication assertive commence par la connaissance claire de vos propres pensées et sentiments. Vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ne comprenez pas vous-même. Cela renvoie encore à la pratique de la réflexion quotidienne. Mieux vous vous connaissez, plus claire sera votre expression de vos besoins et de vos désirs. Cela exige aussi de croire que vos pensées et vos sentiments ont de la valeur, ce qui se rattache au socle de l'estime de soi que nous avons évoqué plus tôt. Le langage de l'assertivité met l'accent sur votre expérience personnelle plutôt que sur des accusations ou des jugements envers l'autre. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez dire « je me sens inaudible quand je suis interrompu ».
out loud. Au lieu de « tu es égoïste », vous pouvez formuler « j'ai besoin de plus de considération dans nos décisions partagées ». Cette approche réduit la défensive et concentre l'échange sur la recherche de solutions plutôt que sur la répartition des torts. La communication assertive implique également la volonté d'entendre la perspective et les besoins de l'autre, même lorsqu'ils diffèrent des vôtres. Vous pouvez maintenir fermement votre position tout en vous montrant réellement curieux, de la position de l'autre. Cela favorise le dialogue plutôt que le débat, la collaboration plutôt que la concurrence. L'un des aspects les plus attractifs de l'assertivité est qu'elle génère confiance et sécurité dans les relations. Quand quelqu'un sait que vous exprimerez vos besoins, plutôt que de ruminer vos frustrations, il peut se détendre et vous faire confiance lorsque vous affirmez que tout va bien. Lorsqu'il sait que vous serez honnête sur vos besoins, plutôt que d'attendre qu'il devine ce qui ne va pas, il peut se concentrer sur la satisfaction de ses besoins, plutôt que sur la devinette. La 7e technique porte sur la maîtrise de l'écoute active, qui va bien au-delà de rester silencieux, pendant que l'autre parle. L'écoute active est une compétence qui crée une connexion et une compréhension profonde, en faisant ressentir à l'autre qu'il est vraiment écouté et valorisé. Dans notre monde distrait et rapide, la capacité à accorder une attention totale est devenue rarissime et donc extrêmement puissante. L'écoute active commence par l'élimination des distractions et la pleine présence auprès de la personne qui s'exprime. Cela signifie mettre de côté son téléphone, détourner le regard de l'ordinateur et suspendre mentalement son propre agenda pour se concentrer entièrement sur la compréhension de son expérience. La plupart des gens sentent immédiatement quand vous n'êtes que partiellement présent. Et cette attention incomplète est souvent plus blessante que l'indifférence. Écouter véritablement, c'est prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions, aux intonations et à ce qui reste implicite. Cela suppose de poser des questions de clarification, non pas pour contester ou débattre, mais pour s'assurer de bien comprendre. Des questions comme « Peux-tu m'aider à comprendre ce que tu as ressenti ?» ou « Qu'est-ce qui te serait le plus utile maintenant ?» montre votre engagement et votre empathie. L'écoute réfléchie est un autre élément crucial. Reformulez ce que vous avez entendu pour confirmer votre compréhension. Par exemple, si je comprends bien, tu te sens frustré, parce que la décision a été prise sans ton avis, et tu te demandes si tes opinions comptent pour l'équipe. Cette technique remplit plusieurs fonctions. Elle assure une bonne compréhension. Elle fait sentir à l'interlocuteur qu'il est entendu. Et elle l'aide souvent à clarifier ses propres pensées et sentiments. L'un des aspects les plus puissants de l'écoute active est la capacité à tolérer le silence et l'émotion. Beaucoup de gens cherchent immédiatement à combler les temps morts ou à résoudre le problème quand quelqu'un partage quelque chose de difficile. Pourtant, parfois, la chose la plus aidante est simplement de témoigner de l'expérience de l'autre sans chercher à la transformer ou à la réparer. Votre présence attentive peut être plus guérisseuse que n'importe quel conseil. L'écoute active implique aussi de gérer ses propres réactions et impulsions pendant la conversation. Quand quelqu'un évoque un sujet qui réveille vos propres expériences ou opinions, la tendance naturelle est de ramener la discussion à votre histoire. Résister à cette impulsion et rester centré sur l'expérience de l'autre témoigne d'un profond respect et d'une grande empathie. La 8e technique souligne l'importance de la cohérence et de la fiabilité dans toutes vos interactions et engagements. Dans un monde où l'on promet beaucoup et où l'on tient peu, où les plans changent à la dernière minute et où la communication est souvent sporadique, être véritablement fiable devient un super pouvoir qui vous distingue presque de tout le monde. La fiabilité commence par des engagements réalistes, plutôt que par des promesses excessives destinées à impressionner ou à éviter une déception immédiate. Mieux vaut promettre moins et en faire plus que de faire de grandes promesses qu'on ne peut pas tenir. Lorsqu'on fait constamment ce qu'on dit, et quand on dit qu'on le fera, les gens en viennent à avoir une confiance totale en votre parole. Cette confiance devient le socle de relations plus profondes et d'opportunités plus larges. La cohérence ne se limite pas à tenir des promesses précises. Elle englobe aussi votre comportement général et votre caractère. Les gens ont besoin de savoir à quoi s'attendre de votre part, tant sur le plan émotionnel que comportemental. Cela ne signifie pas être rigide ou ne jamais évoluer. Cela signifie avoir un noyau de valeurs et de principes stables qui guident vos actions, quelles que soient vos humeurs ou vos circonstances. Les personnes fiables sont incroyablement attractives,
car elles créent un sentiment de sécurité et de prévisibilité dans un monde incertain. Quand quelqu'un sait qu'il peut compter sur vous, il peut se détendre et se montrer plus vulnérable et ouvert. Il n'a pas à gaspiller de l'énergie mentale à se demander si vous tiendrez parole ou à gérer vos incohérences. Cette fiabilité libère de l'espace émotionnel pour des connexions plus profondes et une intimité authentique. La fiabilité s'exprime aussi dans la communication, surtout lorsque des plans changent ou que des problèmes surviennent. Les personnes fiables ne disparaissent pas quand les choses se compliquent. Elles communiquent de manière proactive sur les difficultés et collaborent pour trouver des solutions. Elles préviennent les autres le plus tôt possible en cas de changement et assument leur part de responsabilité dans les problèmes. Un aspect souvent négligé de la fiabilité est la cohérence émotionnelle. Cela ne veut pas dire être émotionnellement plat ou ne jamais avoir de mauvais jours. Cela signifie gérer vos émotions sans créer de chaos ou d'imprévisibilité pour les autres. Quand vous êtes stressé ou contrarié, les personnes fiables communiquent sur leur état au lieu de l'exprimer de manière impulsive ou de s'en prendre aux autres. La 9e technique concerne l'apparence personnelle et la présentation, qui peuvent sembler superficielles, mais reflètent en fait des principes profonds de respect de soi et de considération envers les autres. La façon dont vous vous présentez au monde en dit long sur la manière dont vous vous percevez et sur l'importance que vous accordez aux interactions que vous allez vivre chaque jour. Prendre soin de votre apparence commence par l'hygiène et l'auto-soin de base. Une hygiène régulière, des soins dentaires, des vêtements propres et une présentation qui témoigne que vous vous souciez de vous. Ce ne sont pas seulement des attentes sociales, mais des actes de respect envers vous-même qui construisent une base de confiance et de confort dans votre peau. Quand vous vous sentez bien dans votre apparence, cette confiance transparaît dans vos interactions. Le style personnel ne nécessite pas des vêtements coûteux ni de suivre chaque tendance. Il s'agit de vous présenter de manière authentique et adaptée à votre vie et à vos valeurs. Que votre style soit classique, créatif, décontracté ou formel, l'essentiel est qu'il reflète qui vous êtes, plutôt que qui vous pensez devoir être. L'authenticité dans l'apparence, tout comme dans la personnalité, est plus attractive que toute tentative de se conformer à l'idéal d'autrui. La santé physique et la forme contribuent à votre présentation globale, non pas en vertu d'un standard de beauté, mais parce que prendre soin de votre santé est un signe de respect envers vous-même et génère une énergie perceptible par les autres. Bougez régulièrement, adoptez une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et gérer son stress influent sur votre ressenti, et par conséquent, sur la façon dont vous vous présentez au monde. La posture, les expressions faciales et le langage corporel en général communiquent autant que les mots. Se tenir droit, adopter une posture assurée, établir un contact visuel approprié et offrir un sourire sincère sont autant de signaux de confiance et d'ouverture. Ce ne sont pas que des positions physiques, mais l'expression de votre état intérieur. Vous vous portez bien et cela se voit. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre ou de remplir des critères extérieurs. Il s'agit de présenter la meilleure version de vous-même, propre, en bonne santé, authentique et confiant. Car lorsque vous prenez soin de vous physiquement, vous envoyez à vous-même et aux autres le message que vous vous estimez et que vous accordez de l'importance aux interactions à venir. La 10e et dernière technique concerne l'affinement de vos compétences sociales, qui réunissent et amplifient l'efficacité de toutes les précédentes. Les compétences sociales ne sont pas de la manipulation ni du jeu de rôle. Ce sont des moyens de créer des connexions authentiques et des interactions positives qui laissent chacun se sentir mieux qu'avant. L'intelligence émotionnelle constitue le socle des compétences sociales solides. Elle inclut la capacité à lire les signaux non-verbaux, à comprendre les émotions et perspectives d'autrui, et à réguler vos propres réactions émotionnelles en situation sociale. Quand vous percevez qu'une personne passe une mauvaise journée et que vous ajustez votre approche en conséquence, ou que vous maîtrisez votre anxiété ou votre frustration sans laisser cela entacher vos échanges, vous offrez une expérience plus agréable à tous. Les compétences conversationnelles se construisent sur l'écoute active et la communication assertive, mais s'enrichissent d'éléments comme savoir poser des questions engageantes, partager des histoires qui rapprochent plutôt que de monopoliser, et naviguer avec sensibilité entre les sujets. Les bons interlocuteurs font sentir aux autres qu'ils sont intéressants et valorisés,
plutôt que d'essayer constamment de les impressionner par leur propre savoir. La conscience sociale inclut la compréhension du contexte et la lecture de l'atmosphère, savoir quand l'humour est approprié, quand la gravité est de mise, quand prendre la parole et quand se retirer. Elle suppose une sensibilité aux dynamiques de groupe et aux besoins individuels, et un ajustement continu de votre attitude pour favoriser les résultats positifs. Un aspect crucial des compétences sociales est l'intérêt sincère pour les autres, plutôt que le désir de capter leur intérêt pour soi. Lorsque vous abordez une interaction sociale avec curiosité pour l'expérience, la perspective et l'histoire de l'autre, vous créez naturellement des échanges plus riches et plus significatifs. Les gens repartent de ces moments en se sentant vus et valorisés, et ils ont envie de renouveler l'expérience. Les compétences sociales incluent aussi la capacité à gérer les conflits et les conversations difficiles avec finesse. Cela ne signifie pas éviter tout désaccord, mais aborder les sujets délicats avec respect, curiosité et désir sincère de comprendre et de trouver une résolution. Lorsque vous pouvez naviguer dans des tensions sans devenir défensif, agressif ou manipulateur, vous démontrez une maturité rassurante et attirante. Au cœur de toutes ces techniques demeure le même principe. L'attrait véritable naît de la quête de la meilleure version de soi-même, et non de la manipulation ou de la représentation d'une image factice. Lorsque vous bâtissez une estime de soi authentique, communiquez clairement et honnêtement, traitez vos propres besoins et ceux d'autrui avec respect, et vous engagez dans un développement continu, vous devenez naturellement quelqu'un que les autres veulent avoir dans leur vie. Ce ne sont pas des solutions rapides ni des stratégies temporaires. Ce sont des changements de mode de vie qui transforment non seulement vos relations, mais toute votre expérience de vie. L'objectif n'est pas de rendre quelqu'un obsédé par vous grâce à des astuces ou des jeux, mais de devenir magnétique par votre caractère, votre authenticité et votre maturité émotionnelle. La beauté de cette approche est qu'elle fonctionne quel que soit le contexte ou la personne, puisque fondée sur des besoins humains universels de connexion, de respect, de compréhension et de croissance. Lorsque vous incarnez ces principes de manière cohérente, vous attirez ceux qui sont prêts pour des relations saines, tout en filtrant naturellement ceux qui ne sont pas encore mûrs pour une connexion authentique. N'oubliez pas que la transformation demande du temps et de la pratique. Ces techniques deviennent plus naturelles et plus efficaces à mesure que vous les intégrez dans votre quotidien et vos relations. Commencez par celles qui résonnent le plus en vous, puis incorporez progressivement les autres à mesure qu'elles deviennent pertinentes pour votre évolution et vos circonstances. Les anciens stoïciens savaient que la plus puissante des influences est l'exemple que nous donnons à travers notre caractère et nos actions. Lorsque vous vous engagez à devenir la personne que vous aspirez à être, les autres sont naturellement attirés par l'authenticité, la force et la paix qui émanent de cet engagement. Voilà le véritable secret de l'attraction durable. Non pas la manipulation ou le jeu, mais la force magnétique du respect de soi et de la maturité émotionnelle.